73% des besoins, dit-on, en pharmaciennes sont non comblés dans les urgences de Laval. Ça, c'est selon la dernière enquête qui est menée par l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec, soit l'APES. Elle en est d'ailleurs la directrice générale et aussi pharmacienne. C'est Mme Linda Vaillant qui est avec nous. Bonjour. Bonjour à vous. Merci de prendre le temps de nous parler de cette réalité. Pourquoi, justement, je reviens sur cette statistique que j'ai mentionnée en prémisse pour notre conversation. Pourquoi ces besoins sont aussi criants? Est-ce que c'est un manque de cohortes qui sont diplômés, par exemple? Ou... Bien, évidemment, c'est une très bonne question. Peut-être que je prendrais juste 30 secondes pour bien situer les gens. Alors là, on parle des pharmaciens dans les hôpitaux, dans les CHSLD. OK? Donc, très distinct des pharmaciens de quartier. Donc, il y a 10 000 pharmaciens au Québec. Il y en a 2 000 seulement qui se retrouvent dans les hôpitaux. Et les pharmaciens qui sont dans les hôpitaux, c'est des pharmaciens qui prolongent leurs études de 2 autres années. Alors, c'est 6 ans de formation universitaire. Donc, l'enjeu actuellement, effectivement, comme vous le dites, là, c'est qu'on manque de main-d'œuvre globalement. On manque de jeunes qui s'intéressent à la pharmacie d'hôpital, donc qui s'intéressent à venir faire la formation de 2 ans supplémentaires. Après les premiers 4 ans permet d'être un pharmacien. Après 4 ans, on est pharmacien, mais après ça, il faut prolonger de 2 ans pour travailler dans les hôpitaux. Est-ce que c'est aussi, tu sais, je comprends, c'est l'implication de 2 années peut-être d'études supplémentaires, peut-être un manque donc de diplomation. Est-ce que c'est le salaire qui est moins alléchant pour des personnes qui se tournent vers le métier de pharmacien, par exemple, qui est non compétitif, ou ça n'a rien à voir? Non, c'est une très bonne question. Ça a à voir, effectivement. Alors, les 2 années de plus, écoutez, je pense pas que ce soit véritablement un obstacle en soi, parce que c'est vraiment des années qui sont le fun. C'est là où on apprend tout ce qui est en soins aigus, les médicaments injectables, les médicaments du cancer, par exemple. Donc, il faut vraiment passer par ces 2 années-là, mais elles sont vraiment, vraiment intéressantes. La difficulté, c'est que le secteur privé, donc les pharmacies de quartier, ont un gros besoin de main-d'œuvre aussi. Donc, sont extrêmement compétitifs et évidemment, ils réagissent plus vite que le ministère de la Santé, là, que le gouvernement, quand il est question d'ajuster le taux horaire. Et cet ajustement-là s'est fait très rapidement du côté du secteur privé. Donc là, on est rendu avec un écart de salaire pour un jeune pharmacien qui frôle les 30 %. Donc, on va aller gagner 30 % de plus si on ne prolonge pas nos études, finalement. Alors, après les 4 années, on a le choix de continuer pour 2 ans avec une bourse de 40 000 $ du gouvernement ou d'aller travailler dans le secteur privé et de savoir qu'on va gagner plus cher. Ouais. Donc, oui, il y a l'enjeu de salaire. Il y a l'enjeu aussi peut-être de faire connaître la profession. Mais le salaire, c'est indéniable, ça pose problème. Ouais. Ben, oui, et d'ailleurs, est-ce que, évidemment, je comprends que ce n'est pas tout à fait la même réalité. Si on va 2 ans de plus à l'école, il y a, j'imagine, un quotidien qui peut être différent aussi d'une pharmacie privée et dans les milieux hospitaliers. Est-ce que le rythme, comme peut l'être, puis là, je vous pose cette question-là, je ne connais pas le domaine, alors je me permets de poser cette question-là, mais on peut prétendre qu'un infirmier, une infirmière, par exemple, qui est dans le domaine privé versus public, il y a une différence. Est-ce que c'est la même chose aussi dans le sens où c'est un rythme qui est plus effréné, les heures sont plus longues, les conditions de salaire sont moins aussi alléchantes, outre le salaire aussi pour un pharmacien, une pharmacienne? Là? Mais je dirais pas que le rythme, mais je pense que dans le secteur privé, le rythme est quand même assez soutenu et très important aussi. La différence, c'est la complexité des patients. C'est que le patient qui va bien est à la maison, généralement. Donc, nos collègues en pharmacie privée vont s'occuper de patients qui ont des maladies chroniques. C'est très important aussi, mais c'est plus stable. Quand on se retrouve à l'hôpital, on a des situations aiguës. Donc, c'est le même patient qui est à l'hôpital, mais qui va mal tout à coup. Donc, sa condition décompense, il est hospitalisé. Alors, c'est du 24/7 parce qu'il y a de la garde la nuit, il y a des rappels en service, il y a des fins de semaine, c'est vrai au secteur privé aussi, mais il y a des soirées et il y a des retours la nuit. Fait que les conditions sont différentes, mais c'est véritablement plus le fait qu'on a une difficulté à faire connaître cette pratique-là. Ouais. Elle n'est pas suffisamment valorisée. Fait qu'il y a un travail, je pense, à faire aussi du point de vue de l'employeur, là, le ministère de la Santé, pour faire connaître cette pratique-là. Il faut la valoriser au plan des salaires, mais il faut aussi la faire connaître puis intéresser les jeunes. Actuellement, tout ce qu'ils voient les jeunes quand ils arrivent en première année, c'est le secteur privé parce qu'ils sont omniprésents, très agressifs dans leur recrutement. Ils ont un besoin de main-d'œuvre. Ils haussent les salaires, ils sont agressifs, puis ils réussissent. Mais ça fait en sorte que nous, on a des corps très faibles. Juste pour vous dire, cette année, on a 114 places, nous, au programme de maîtrise, la formation de 2 ans dont je parlais tout à l'heure, et il y a 53 candidats. Fait que c'est moins que la moitié des places qui sont occupées actuellement, là.
qu'est-ce qu'on doit faire outre augmenter les salaires? Est-ce que c'est de créer des nouveaux programmes dans plus d'universités, dans plus d'endroits au Québec, aux quatre coins du Québec pour tenter d'aller dénicher ces talents-là finalement? Oui, ben, je pense qu'il faut effectivement un plan de main-d'œuvre global. Il faut absolument que le gouvernement s'arrête et se demande s'il produit assez de pharmaciens au Québec. Puis de toute évidence, la réponse est non, parce qu'on voit que le secteur privé en a besoin aussi. Donc, il faut produire plus de pharmaciens. Comme vous le dites, peut-être ajouter des satellites. On voit qu'en médecine, là, par exemple, actuellement, on augmente les cohortes. On a des satellites régionales pour les facultés de médecine. On pourrait peut-être envisager la même chose en pharmacie. De un. De deux, il faut peut-être penser aussi à des cours à distance, un programme à temps partiel. À l'heure actuelle, le programme est un peu plus dans un cadre rigide de temps plein, de façon générale. Et puis, bien, comme je le disais tantôt, faut investir, faut valoriser la pratique, faut aller chercher les jeunes, faut recruter, faut probablement équilibrer un peu les salaires. On comprend qu'on ne peut pas compétitionner avec le secteur privé, là, ça reste les deniers publics, mais il faut quand même essayer d'améliorer un petit peu les salaires, mais surtout faire connaître la pratique, parce que autrement, on manque de pharmaciens. Vous avez parlé des salles d'urgence, c'est notre nouvelle enquête, là. C'est un enjeu important, là. Salles d'urgence, l'oncologie, les soins intensifs, la dialyse. C'est les secteurs pour lesquels, en ce moment, on a des chiffres. On ne les a pas encore pour les autres secteurs. Fait qu'imaginez-vous, là, ça se calcule en centaines de pharmaciens qui manquent au Québec actuellement. C'est ça. Donc, on comprend bien sûr que si on avait plus d'effectifs, on pourrait réduire les temps d'attente, par exemple, dans les urgences. Il y aurait véritablement des gains significatifs sur ce terrain-là. En tout cas, je pose cette question-là parce que ça vient d'être réglé récemment, mais la FIC a réglé avec le gouvernement, en tout cas en temps de principe, du moins, là, au moment de se parler. Alors, est-ce que vous, ça vous porte espoir quand même que vos doléances soient entendues par le gouvernement et qu'on puisse en arriver à une bonification de vos conditions et d'augmenter les cohortes ultimement? Bien, certainement que quand un groupe règle avec l'État, ça donne espoir aux autres groupes qui n'ont pas encore réglé. La FIC avait des enjeux particuliers. On ne connaît pas le contenu des ententes, mais tant mieux, il y a un règlement. Je suis très, très, très contente pour la FIC. Nous, on va amorcer une négociation sous peu. Cet enjeu-là est central cette fois-ci, la question de recruter, d'attirer de la relève, mais aussi de garder ceux qui sont dans le réseau. Ouais. Vous avez parlé des salles d'urgence. Je veux juste vous donner un petit exemple rapide, peut-être pour que les gens comprennent bien. À l'urgence, quand il y a un pharmacien, le pharmacien, lui, il va souvent voir le patient même avant le médecin. Après le triage, il va passer au pharmacien, puis le pharmacien, lui, son travail, ça va être de voir est-ce que ce qui amène le patient à l'urgence, ça pourrait être un problème de médicaments. Parce que c'est reconnu que chez les personnes âgées particulièrement, plusieurs d'entre eux reviennent pour un effet secondaire à un médicament, une interaction à un médicament, une mauvaise dose, une toxicité. Donc, c'est ça le rôle du pharmacien et ça va accélérer le traitement. Et parfois, quand il n'y a pas de pharmacien, on va se mettre à faire des investigations, peut-être plus nombreuses, peut-être pas utiles, et peut-être qu'on ne trouvera pas le problème. Et c'est là qu'on se retrouve avec le syndrome des portes tournantes, c'est que le patient va revenir si on n'a pas identifié son problème. Donc, c'est vraiment un facilitateur dans le parcours de soins du patient, le pharmacien à la salle d'urgence. Madame Linda Vaillant, directrice générale, oui, de l'APES, merci beaucoup d'être passée pour nous faire preuve quand même de ce constat que nos pharmaciens et pharmaciennes en milieu hospitalier sont vraiment nécessaires pour notre système de la santé. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de vous intéresser au sujet.